Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous. Voici les principales informations de ce jour. À l'aube, un drone israélien a mené une frappe ciblée contre un appartement résidentiel à Saïda, tuant Hassan Farhat, un haut responsable du Hamas, ainsi que son fils et sa fille. L'attaque a provoqué d'importants dégâts matériels, endommageant tout un étage de l'immeuble et plusieurs véhicules stationnés à proximité. L'armée israélienne a revendiqué l'opération, qualifiant Farhat de commandant du secteur ouest du Hamas au Liban, impliqué selon elle dans des tirs de roquettes et des projets d'attaque contre Israël. Le Hamas a confirmé la mort de Farhat, de son fils Hamza et de sa fille Jinan, dénonçant un assassinat lâche. De son côté, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a fermement condamné cette attaque, accusant Israël de violer la souveraineté libanaise et l'accord de cessez-le-feu. Aussi, vers 2h30 du matin, un raid aérien israélien a visé une zone située entre les localités de Azzeh et Roumin, dans le Kaza de Nabatiyeh. L'aviation israélienne a violé l'espace aérien de Hermel dans la Bekaa, ainsi que plusieurs villages du district de Tyr et de Bint Jbeil, notamment le long du littoral entre Nakoura et Ras Al Ain. Dans ce contexte sécuritaire de plus en plus tendu, une visite à forte portée politique, celle de Morgan Ortagus. Arrivée à Beyrouth, la vice-émissaire présidentielle américaine pour le Moyen-Orient entame dès demain samedi une série de rencontres officielles, à commencer par une visite au palais de Babda. Au programme de cette visite, des discussions sensibles autour de la sécurité régionale. La responsable américaine devrait réitérer le soutien des États-Unis à Israël dans sa défense face à toute menace en provenance du Liban. Ortagus insistera également sur la nécessité du désarmement du Hezbollah et du déploiement de l'armée libanaise sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil des ministres s'est réuni au Grand Sérail. À l'ordre du jour, un projet de loi crucial sur la restructuration du secteur bancaire au Liban. Ce texte très attendu visant à réorganiser et réformer les banques libanaises en difficulté a été reporté. Plusieurs ministres ont estimé qu'ils n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour étudier les détails de ce projet de loi. Un nouveau chapitre s'ouvre donc pour la Banque du Liban dans un pays toujours en quête de stabilité économique et financière. Au siège de la Banque du Liban, le nouveau gouverneur Karim Saïd a officiellement pris ses fonctions, succédant à Wassim Mansouri, gouverneur par intérim depuis plusieurs mois. Il s'est engagé à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le cadre d'une coopération renforcée avec les institutions internationales. Nommé le 27 mars, cet ancien gestionnaire de patrimoine succède à Riyad Salameh, poursuivi pour détournement de fonds publics. Il hérite d'une institution fragilisée dans un pays en pleine crise depuis 2019. Karim Saïd a promis de rendre progressivement les dépôts bancaires aux épargnants, en priorité aux plus modestes. Il appelle à la recapitalisation des banques commerciales et à la responsabilité partagée entre la Banque du Liban, l'État et les établissements bancaires. Il a enfin souligné la nécessité de conclure toutes les enquêtes criminelles ouvertes sur les abus ou détournements de fonds et de sanctionner les responsables. Un discours de fermeté alors que le Liban cherche désespérément à regagner la confiance des bailleurs de fonds internationaux. Et si une bibliothèque devenait un véritable terrain de découverte? À l'Institut français du Liban, les médiathèques ne se contentent pas d'offrir des livres, elles proposent aussi des films, de la musique, des livres audio et un accès facilité au numérique. Une volonté d'ouverture à tous les publics. Nicolas Melki, coordonnateur national des médiathèques, nous fait découvrir cet espace pas comme les autres. Nous sommes à la médiathèque de Beyrouth de l'Institut français de Liban. C'est la tête d'un réseau de 5 autres médiathèques à travers les villes libanaises. Ce sont des espaces ouverts à tout le monde avec des collections qui proposent des collections de livres, de DVD, grand public. Le public a accès à 80 000 documents à travers ce réseau, en consultation sur place, mais aussi en prêt. Un abonnement est valable partout dans les 6 médiathèques pour pouvoir emprunter, en plus d'une bibliothèque numérique CultureTech qui donne accès à des ressources mises en valeur
à tous les usagers et abonnés de notre réseau. En fait, un abonné à Zahle, il est abonné dans tout le réseau. Un abonné à Jounier, il peut réserver, commander un film ou un livre à Tripoli, demander qu'il le retire à Beyrouth, il peut le rendre à Deir el-Amr. Donc c'est un vrai réseau où les documents, les 80 000 titres circulent dans tous les sens. Avec ce système de réseau qui est mis en marche, c'est possible d'ouvrir des points de prêt quand la situation le permet, par exemple à Baalbek ou à Tyr ou à Nabatieh. Donc parce que les collections peuvent être externalisées. Donc peut-être ce n'est pas des bibliothèques, mais des points où on peut commander nos prêts qui peuvent être acheminés, livrés, et ensuite faire le retour à ce point-là sans se déplacer géographiquement. Sans jouer un rôle de substitution, bien sûr, nous sommes des bibliothèques publiques qui donnent un exemple de la lecture publique à la française d'une petite ou moyenne ville dans la richesse de ses collections, l'offre de ses activités et surtout le service de prêt qui permet de prendre ces documents, de les avoir durant 28 jours et d'en profiter aussi de tout ce qui est proposé en nouveautés, en nouveaux titres, films et même magazines. On a toujours la presse écrite. Le livre papier a toujours sa place et la preuve, c'est le nombre de prêts qu'on fait annuellement. Et surtout que c'est des structures, c'est des médiathèques qui sont fournies avec des nouveautés régulièrement. Pour adultes et pour jeunes et pour différents âges et catégories. On vient de mettre des centaines de bandes dessinées adultes, suivra des films de jeunes et il n'y a pas très longtemps, c'était la mise en valeur des nouveautés de la collection libanaise, 200 titres sur le Liban ou écrits par des Libanais en français ou traduits d'autres langues vers le français. Donc ce sont les points forts qui attirent surtout sur la mise en valeur de toutes ces nouveautés, attirent les gens. Et ils savent que c'est le livre qu'ils demandent. Et ceux qui sont côté numérique, ils ont CultureTech, qui est aussi une plateforme de ressources numériques en ligne. Nous passons tout de suite aux résolutions du Conseil des ministres. Donc, le Conseil des ministres a discuté principalement le projet de loi concernant la restructuration du secteur bancaire et il a décidé d'approfondir l'étude de ce projet de loi et l'a remis à la séance de mardi prochain. Et dans nos nouvelles régionales, moins de 48 heures après les déclarations de Benjamin Netanyahou promettant d'intensifier les opérations militaires, l'armée israélienne a lancé une nouvelle offensive terrestre dans le quartier de Choujaïa, à l'est de Gaza. Selon un communiqué militaire, cette opération vise à étendre la zone de sécurité le long de la frontière. Les infrastructures du Hamas auraient été démantelées, dont un centre de commandement et de nombreux combattants éliminés, affirme l'armée. Les forces israéliennes disent permettre l'évacuation des civils via des couloirs sécurisés sans en préciser les modalités. Selon la défense civile palestinienne, au moins 30 personnes ont été tuées depuis l'aube, dont 25 dans une frappe sur une habitation à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. L'offensive, relancée le 18 mars par Israël, vise à obtenir la libération des otages encore détenus par le Hamas, dont le sort reste en grande partie inconnu. Donald Trump a déclaré vouloir ouvrir un nouveau canal de communication avec l'Iran. Le président américain affirme préférer des négociations directes sur le dossier nucléaire, estimant que cela permettrait d'aller plus vite et de mieux comprendre l'autre camp. Trump avait retiré les États-Unis de l'accord nucléaire de 2015 lors de son premier mandat. Mais il se dit aujourd'hui ouvert à un nouveau dialogue à condition qu'il soit frontal. Téhéran, de son côté, exclut toute négociation directe sans changement d'approche de la part de Washington. Le guide suprême, Ali Khamenei, a rappelé que les menaces américaines ne mèneraient nulle part. Ce changement de ton de la part de Trump intervient alors que l'Iran sort affaibli de plusieurs revers géopolitiques dans la région, notamment depuis le début de la guerre à Gaza. Une ouverture américaine, mais sous haute tension entre mains tendues et menaces de bombardement ou de nouvelles sanctions.
Et le président américain fait toujours parler de lui avec un ticket d'or version Trump. À bord de son avion présidentiel, il a présenté en grande pompe le tout premier exemplaire de sa Golden Card, une carte dorée censée offrir un titre de résidence permanente aux États-Unis à condition d'y mettre le prix. 5 millions de dollars, c'est ce qu'il faudra débourser pour s'offrir ce précieux sésame. C'est la première carte, a déclaré le président américain, avant d'ajouter dans un sourire « Le premier acheteur, ce sera moi ». Annoncée fin février, cette initiative suscite déjà la controverse. La carte dorée, censée ouvrir la voie vers la citoyenneté, n'a toujours pas été mise en vente malgré la promesse d'un lancement mi-mars. Une carte qui rappelle un ticket magique, mais avec un usage bien plus politique et une porte grande ouverte pour les plus fortunés vers le rêve américain. Et voici une page culturelle hebdomadaire proposée par l'agenda culturel. Et notre note finale vient d'Ukraine, à quelques kilomètres du front, un lieu improbable offre encore un peu de paix, un aquarium où plus de 200 poissons tropicaux nagent à l'abri des bombes. Pour Roman et Irina, ses fondateurs, c'est une bulle de sérénité dans une ville meurtrie par la guerre. Ici, la guerre n'existe plus, souffle Romain, aquariophile passionné. Dans cette lumière tamisée au son d'une musique apaisante, soldats et enfants viennent oublier les horreurs du quotidien. L'entrée est gratuite. Des enfants parfois traumatisés s'émerveillent devant les raies, tortues et piranhas. Même des soldats y trouvent refuge selon Romain. Ils disent qu'ils ont oublié la guerre. Mais cette paix est fragile. L'établissement a déjà été frappé par les coupures d'électricité. Un missile est tombé tout près et les souvenirs du chaos restent vifs pour Irina. Aujourd'hui, le couple envisage l'évacuation vers l'ouest. Une logistique complexe mais nécessaire si les enfants de Kramatorsk doivent être déplacés. Tant que la ville résiste, l'aquarium restera ouvert, dit Romain. Et si Kramatorsk survit, alors lui aussi survivra. C'est la fin de ce journal. Merci et bonsoir.